Tu t'es déjà imaginé voir Luffy affronter l'un des amiraux les plus puissants de la marine? L'épisode 1125 de One Piece a enfin réalisé ce moment tant attendu. Prépare-toi à une analyse explosive de cet épisode de folie. Visualise un peu la scène, une île scientifique assiégée par le gouvernement, un amiral à la vitesse de la lumière qui débarque et un champ de bataille au bord d'un affrontement monumental dans l'histoire de One Piece. Luffy contre Kizaru, Zoro contre Lucci et Sentomaru en difficulté? L'épisode d'hier, mes amis, ce n'est pas juste un épisode parmi tant d'autres. C'est une déclaration officielle. On est bel et bien entré dans la saga finale. Parce que One Piece est entré dans sa phase de démence. Et là, on met tout sur pause. Ce que j'ai vu hier mérite une analyse en profondeur, des décryptages scène par scène et une lecture entre les lignes. Mais avant de plonger dans cette folie, si tu es fan de One Piece et que tu recherches des analyses poussées qui te mènent au cœur de l'histoire, t'es au bon endroit. Lâche un like et abonne-toi à la chaîne. Parce qu'on est officiellement entré dans l'univers en feu de l'analyse du meilleur animé de tous les temps. Dès le début de l'épisode, on voit Kizaru se heurter à Sentomaru. Au premier abord, ça peut paraître comme deux anciens amis dans une situation délicate. L'un protège désespérément son patron, l'autre suit des ordres stricts du gouvernement à contre-cœur. Mais Kizaru n'est pas entré sur l'île pour rien. Sa première action a été de neutraliser Sentomaru, le seul à contrôler les pacifistas. Mais il y a une petite scène que beaucoup ont ratée. Juste avant que le combat commence, Kizaru avait l'air triste. Son regard et sa voix affaiblie lorsqu'il dit « Tu sais ce qui va se passer » montre que Kizaru n'est pas la machine sans émotion qu'on pense. Même s'il est un outil du gouvernement pour exercer le contrôle, on sent qu'il est en plein conflit intérieur. Et comme on l'a vu dans le flashback, Sentomaru n'est pas juste un ancien allié, c'est presque un petit frère pour Kizaru. Ce n'est pas un lien de sang, comme on le pensait au départ, vu que Sentomaru l'appelait « tonton », ce qui a créé la confusion. Le moment où Sentomaru tombe a une forte symbolique, l'écrasement des souvenirs. Et c'est aussi l'officialisation de la prise de contrôle des pacifistas Mark III, des armes redoutables. C'est un tournant qui va influencer toute la suite de la bataille à venir. Les mouvements de Kizaru sont bien pensés, et suivant les ordres de Gorosei Saturne. Même si le studio ne l'a pas mis en avant, c'est évident que Saturne lui a donné ses directives après avoir reçu des infos de Rob Lucci sur ce qui se passe dans le labo. D'où l'attaque sur Sentomaru en premier, pour prendre le contrôle des pacifistas et renverser le cours de la bataille. Parce qu'il aurait très bien pu éviter ce combat et foncer à la vitesse de la lumière sur Vegapunk et le neutraliser en un instant. Personne n'aurait rien vu venir. On y reviendra, car ce point va faire débat. Globalement, le début du combat était difficile pour la marine, qui a perdu une dizaine de navires, à cause des armes marines géantes qui ont littéralement anéanti des groupes de soldats en un instant. La marine a subi de lourdes pertes, passant de 30 000 soldats à bien moins. Saturne a même demandé à un vice-amiral l'état du champ de bataille, une suite qu'on découvrira sûrement dans l'épisode suivant. Mais dès que Kizaru se dirige vers l'île d'Egghead, c'est le signal. Les vice-amiraux entrent en scène, car les nouveaux pacifistas attaquaient les navires de la marine en plus des monstres marins mécaniques. Un danger mortel. Ils encerclaient le labo depuis le port, et tomber à la mer, c'est synonyme de mort, surtout pour ceux qui ont mangé un fruit du démon. Et là, boum, tous les vice-amiraux sont attaqués en même temps par les monstres marins et les pacifistas Mark III. Ils ont réussi à abattre quelques monstres et à tenir tête à certains pacifistas. Ce qui est logique, on parle quand même des vice-amiraux, le deuxième plus haut niveau de puissance dans la marine, juste après les amiraux. Perso, j'ai adoré cette partie. J'aime toujours voir les personnages secondaires briller dans des événements majeurs. L'animation et les dessins sont excellents, même pas besoin de le préciser. L'anime est d'une qualité folle, surtout après les 6 mois de pause. Même si j'en attendais un peu plus, on est devenu exigeant avec ce chef-d'œuvre. Le moindre détail de qualité nous rend déjà heureux, mais à l'opposé de cette joie, Sentomaru et Kizaru sont tous deux envahis par la tristesse pendant leur combat. Le Sumotori essaie de protéger Vegapunk coûte que coûte, même s'il doit s'allier aux pirates, tandis que Kizaru lutte pour garder ses émotions en retrait. Un conflit intérieur où il veut prouver qu'il est un des meilleurs soldats de la marine, au nom de la justice. Le combat est court, mais honnêtement très bon et divertissant. Le studio a magnifiquement animé et dessiné les scènes, ce qui a rendu le combat encore plus impressionnant. Sans parler de la musique de fond qui a ajouté à la tension et au danger qui plane sur les Mugiwara. Mais le vrai MVP, c'est le doubleur de Kizaru. Il a assuré. Sa façon lente de parler est tellement iconique. C'est marrant qu'un type qui se déplace à la vitesse de la lumière parle aussi lentement. Ce contraste, c'est une des pépites de One Piece. De l'autre côté, Sentomaru a très bien joué son rôle. Il a au moins réussi à retarder Kizaru un moment. Dans le flashback, quand Vegapunk et Kizaru rencontrent Sentomaru, on voit qu'il avait déjà une grande force dès l'enfance, en battant des ours géants. Mais ce qui m'intrigue, c'est sa tenue.
Elle porte un symbole qu'on a vu plusieurs fois, à Skipyea avec Ener, à Wano pendant la fête du feu, et tous ces éléments mènent au même endroit, le royaume antique. Je pense donc que Sentomaru a peut-être des origines liées au pays des samouraïs, surtout qu'il a utilisé le sumo, un art bien japonais, pour vaincre les ours. Son assurance face à Kizaru prouve qu'il n'a pas peur de lui, et il l'affronte sans hésiter. Est-ce de la folie, ou c'est-il quelque chose qui garantit que Kizaru ne le tuera pas? Clairement, leur lien lui a donné le courage de tenir tête, car il connaît la vraie nature de Kizaru, et sa relation avec Vegapunk est surprenante. On pensait qu'il n'était qu'un subordonné, mais en réalité, c'est le garde du corps personnel de Vegapunk, ce qui veut dire qu'il lui fait plus confiance qu'à n'importe qui d'autre. Peut-être que Vegapunk l'a élevé pour en faire son bras droit, en cas de trahison du gouvernement, et son contrôle sur les pacifistas lui donne un pouvoir énorme. Alors, tu crois que le gouvernement a laissé faire ça sans sécuriser sa loyauté? Ou bien Vegapunk leur a caché quelque chose? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Après le combat, Kizaru parvient à reprogrammer les pacifistas, les retournant contre les monstres marins et aidant la marine à attaquer le labo, exactement comme je te l'avais dit. C'était son plan depuis le début, mais ce n'est pas tout. D'après les paroles de Vegapunk, Kizaru est la lumière elle-même, ce qui veut dire qu'il est le seul à pouvoir traverser le dôme frontière. Il se dirige donc directement vers eux après avoir vaincu Sentomaru. Les Mugiwara les plus faibles et les satellites de Vegapunk sont en danger. Mais là, tout change d'un coup. Kizaru passe à la deuxième phase de son plan, ou plutôt, à l'ordre de Saturne. Il monte tout en haut du dôme frontière, là où se trouve le navire des Mugiwara, leur seul moyen de fuir l'île. Il a compris ça grâce aux infos de Luxi, qui écoutait en cachette leur plan de fuite. Mais j'ai trouvé ces mouvements assez étranges. Peut-être qu'il essaie de gagner du temps, retarder l'élimination de Vegapunk, car après tout, c'est un vieil ami, et l'idée de le tuer n'est pas facile. Et je sais que beaucoup se demandent, pourquoi n'a-t-il pas été directement tué Vegapunk pour accomplir sa mission plus vite, quitte à laisser fuir les Mugiwara? Mais voilà ce que tout le monde a oublié. Le plan a été divulgué à Saturne, qui a donc vu une occasion en or de capturer Luffy et son équipage. Une chance qui ne se représentera peut-être jamais. Comme on dit, faire d'une pierre deux coups. C'est ce qui a poussé Kizaru à monter jusqu'au navire, pour le détruire et piéger les Mugiwara et les coincer comme jamais, surtout avec l'événement incroyable qui arrive dans une dizaine d'épisodes. Je ne te spoil pas, patience, ou lis le chapitre 1091 si tu veux. Même si ce sont les ordres de Saturne, Kizaru semble à l'aise avec ce plan, car tuer Vegapunk, ce n'est pas si simple. C'est plus dur qu'on ne croit. C'est pour ça que j'ai senti que ses mouvements étaient hésitants, un peu lents. Pendant ce temps, pendant que l'équipe de Vegapunk tente de trouver le mot de passe de York, Rob Lucci essaie d'assassiner le docteur Vegapunk. Mais Stussy s'interpose, prend le coup à sa place et lance le duel entre Zoro et Lucci. Je te le rappelle, dans l'arc de l'île Egghead, on a découvert que Stussy est une agente du CP0. Mais en vérité, c'est une copie conforme de Miss Buckingham Stussy, ancienne membre de l'équipage légendaire des Rocs. Elle est le premier clone humain réussi créé par Mads, le groupe scientifique maudit. Tout le monde a été choqué quand elle a mordu Rob Lucci, utilisant ses pouvoirs de vampire issus d'un fruit du démon de type Zoan mythique, le fruit de la chauve-souris, modèle vampire. Cette morsure l'a paralysée net, marquant un tournant majeur, puisqu'on apprend qu'elle est en réalité une alliée secrète de Vegapunk, infiltrée au CP0. Et dans cet épisode, elle sauve Vegapunk d'un coup mortel en prenant la lame à sa place. Donc après que Lucci se soit trop cru, en voyant les Mugiwara paniquer après que Kizaru ait traversé le dôme frontière, il prend une décision stupide. Il attaque le docteur Vegapunk, alors que Zoro et Sanji sont littéralement à côté. C'est du suicide pour moi. Mais à cause de son arrogance, il sort une dinguerie. Lui et Kizaru suffisent pour tous les battre. Franchement, ça montre que même s'il a éveillé son fruit du démon, ce qui est super rare, il ne comprend toujours pas la différence de niveau. Il lui faut apprendre à ressentir la force avec le haki de l'observation, qui permet de lire la vraie puissance au-delà des apparences. Et maintenant, il se retrouve face à un monstre réel, Roronoa Zoro. Zoro ne va pas le laisser s'en sortir. Il va lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. Et perso, je suis trop hypé par ce combat. On va assister à un duel intense et dingue. Zoro contre Rob Lucci. Ce n'est pas juste une baston épée contre griffe, c'est un duel de style de combat. Zoro se bat avec loyauté et honneur pour son capitaine. Lucci, lui, se bat en traître, par surprise, surtout quand il sait qu'il est dépassé ou qu'il a peu de chance. Ce combat va être brutal, et les plans visuels montrent à quel point Zoro a progressé. Il a même eu le réflexe de le pousser hors de la salle de contrôle pour ne pas blesser ses camarades, et aussi pour pouvoir se battre librement. Et de l'autre côté, enfin, le moment qu'on attendait depuis des années, Monkey D. Luffy affronte Kizaru en face à face. Mais cette fois, c'est différent. Luffy n'est plus le gamin qui fuyait Sabaody. Maintenant, c'est un empereur et l'héritier de la volonté de Nika. Si t'as remarqué, leur première scène était un test de puissance et de vitesse. Une vitrine du nouveau niveau de Luffy face à Kizaru.
L'amiral tente de le saluer calmement comme à son habitude, mais d'un coup, Luffy fonce et lui met un coup de pied en pleine tête. Un message clair, je ne suis plus celui d'avant. Luffy et son équipage sont maintenant 100 fois plus forts. Là, le vrai combat commence, le moment de revanche. Luffy veut prouver sa force à Kizaru et redorer l'honneur de son équipage après l'humiliation de Sabaody. Ce moment était incroyable, le meilleur de tout l'épisode. L'animation et les dessins étaient juste sublimes. J'ai tellement kiffé que j'en ai eu des frissons. Si toi aussi, dis-le-moi en commentaire. Et voilà, c'est la fin. J'espère que t'as aimé cette analyse. Pour plus de vidéos, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Ciao.